l'angoisse des faits inexpliqués. La logique, la raison, le bon sens se brise devant l'imaginaire. Lâché en liberté dans les pays du fantastique. Si tout arrive, tout peut arriver. Le sommeil de la raison produit les monstres. Au tout début, là où il n'y avait encore rien, rien du tout, le Créateur a construit l'univers. Il a disposé avec fantaisie les étoiles, les nébuleuses, les planètes et les comètes. Et pendant qu'il contemple son travail avec une très très grande satisfaction, un de ses nombreux petits ingénieurs s'approche de lui d'un air vraiment très très affairé. C'est l'esprit architecte. Excuse-moi de te déranger, très cher Seigneur. Je me présente, Le Corbu, esprit architecte. Voilà, avant que tu considères ton projet d'étoile et de planète comme terminé, et que tu y apposes ta superbe signature, je voulais te parler d'un petit projet auquel nous avons pensé avec quelques jeunes collègues. Alors ne t'inquiète pas, hein, c'est une broutille, une vétille, mais qui nous a quand même semblé intéressante. Merci, Humphrey. Voyez-vous, très cher Seigneur, cette planète n'est pas comme les milliards d'autres superbes planètes que vous avez déjà créées, non, car celle-ci, nous avons eu l'idée de la poser proche du Soleil, de sorte que celui-ci lui apporte un peu de chaleur, mais pas trop. Et il s'y produirait un phénomène très, très intéressant. La vie, Jibili, Camille, vie. Le Créateur sourit. L'idée d'une petite boule suspendue dans l'univers, portant une multitude d'êtres qui naîtraient, croîtraient, se multiplieraient et mourraient, lui semble plutôt piquante. Devant son accueil bienveillant, l'esprit architecte Le Corbu reprend de l'assurance et tout à coup, il lance un coup de sifflet strident, faisant accourir des milliers de petits inventeurs, tout pleins de propositions. Et nous autres, savants ingénieurs, dessinateurs, maçons, constructeurs, nous mîmes à faire les 100 pas, parchemin roulé sous le bras, pressés de raconter sur l'heure à notre illustre créateur tous nos projets si pleins d'ampleur. Nous étions les premiers qui faisions la queue. C'est pas que nous étions chanceux, non. Nous étions humbles et méticuleux. Je propose de commencer petit, insectes, virus et bactéries. Ton dessin, c'est un timbre-poste, bon pour un projet microscope. Les suivants, artistes et plus fiers, avaient des créatures plus chères, bizarres, compliquées, fantastiques. Mais Trop aberrante, c'est ça le hic. Dis donc, dis-toi, il va tous nous les refuser. Tu peux les jeter à la corbeille, ton dragon a des têtes pareilles. moi je propose les dinosaures, les gros animaux carnivores. Idiots, avec l'énorme corps qu'ils ont, je crois pas trop qu'ils survivront. Vinrent ensuite les plus raisonnables, et qui furent du coup remarquables. La baleine eut une ovation, le paon, le chien, le papillon, la rose et le rhododendron. La baleine est une ovation, le paon, le chien, le papillon, la rose et le rhododendron, la puce, et puis bien sûr le lion. Le chameau. Non, le dromadaire. Mais de Boss, ça ne peut que plaire. J'ai eu l'idée de Boss la première. Bon, ça suffit, veuillez vous taire. Bon, je propose l'éléphant. Avec ce nez, c'est arrogant. C'est pas un nez, mais une trompe. Trompe, trompe.
Pendant ce temps, au milieu de cette foule d'architectes qui se pressent et se bousculent autour du Tout-Puissant, un solitaire va-et-vient, un rouleau sous le bras. C'est un importun, fâcheux et ô combien assommant. Il réussit tout de même à parvenir au pied du Créateur, et avant que ses compagnons aient le temps de l'en empêcher, il déploie son rouleau. Ah oui, merci très cher Seigneur de me laisser à mon tour l'occasion de présenter mon animal, qui, je le crois, est un tout petit peu différent des banalités qu'on a vues jusqu'ici. Mais trêve d'introduction, passons directement à mon dessin. Darwin! 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 Oui, je suis prêt, grand maître. Ah, bien. Attention. Chabalin, Pabilin, l'humain. Alors voilà, très cher Seigneur, donc l'être humain, donc d'un côté, bien sûr, est représenté le mâle, de l'autre, la femelle. Alors, comme beaucoup d'autres bêtes, évidemment, il a 4 membres, mais celui-ci n'en utilise que 2 pour se déplacer. Ce qui fait que les membres antérieurs pendouillent sur les côtés, vous avez raison, d'une façon assez ridicule. Il n'a pas de poils, quelques touffes ci et là, particulièrement sur la tête, à la manière d'une crinière. Le museau ressemble fort à celui des singes. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas la silhouette fine, harmonieuse et galbée qu'on va trouver chez les oiseaux ou les poissons, non. Ici, pour tout dire, l'attitude globale est quand même franchement gauche, dégingandée, et assez indécise. Pas d'accord! Ah oui, alors là où cet être humain est tout à fait exceptionnel, Seigneur, c'est qu'il est capable de solidarité. Quand il est confronté à l'injustice, quand un gouvernement essaye de lui imposer un accord qui va le détruire, il peut se fédérer pour lutter et vaincre. Darwin! Darwin! Darwin, stop! Bon, là, ça dérape. Bien, au-delà de l'aspect physique, très cher Seigneur, qui, j'en conviens, est tout à fait discutable, cet être humain sera exceptionnel en ce sens que j'ai voulu le faire, pardonne-moi ma hardiesse, à ta ressemblance au Très-Haut. Ce sera en effet dans toute la création l'unique être doué de raison, l'unique qui saura prendre conscience de ton existence, l'unique qui saura t'adorer. En ton honneur, Seigneur, il bâtira des temples grandioses et se livrera à des guerres terriblement meurtrières. Qu'en penses-tu, Seigneur? Un être de raison? Oh, le Créateur est très dubitatif. Oh non. Jusqu'à présent, l'univers a très bien fonctionné sans, et il faut que cela reste ainsi. Non, ma réponse est non, laissons tomber. Le Créateur congédie l'inventeur de l'humain qui s'en va en rechignant. Oh, mais alors ça... La journée a été mémorable et heureuse. Ça y est, la Terre va naître, avec ses merveilles bonnes et cruelles, béatitudes et angoisses, amour et mort. La Terre va se remplir de petites créatures adorables et odieuses, douces, sauvages, insignifiantes, horribles, très belles. La nuit descend enfin. Les petits inventeurs ayant obtenu satisfaction repartent contents, chacun de leur côté. Le Créateur, un peu fatigué, se retrouve tout seul sous les étoiles. Il va pour s'endormir en paix lorsque tout à coup, il sent qu'on tire doucement le bord de son manteau. Excusez-moi d'insister, très cher Seigneur. Je me doute que vous devez être épuisé après cette journée de création. Ceci dit, si vous aviez encore une petite minute pour jeter un dernier coup d'œil à mon dessin. Le Créateur regarde l'importun. Maintenant qu'il se retrouve tout seul face à lui, il réfléchit. Puis il sourit et il dit: L'homme, quelle idée folle, quel dangereux caprice, mais dans le fond, quel jeu fascinant, quelle terrible tentation. Ah, après tout, peut-être que cela en vaut-il la peine, hein? Ah, advienne que pourra. Et puis en période de création, il faut savoir se montrer optimiste. Et c'est alors que le Créateur saisit le fatal projet et il appose sa signature.
êtres du créateur. Bonjour. Bon, je disais, certains... Bon, je reprends. Donc je disais, certains êtres du Créateur sont parfois méconnus. Oui, par exemple, tout le monde ici a déjà vu un chat, un chien, ou une limace, une fouine, une fouine. En revanche, personne ici n'a déjà vu de dragon, ou un centaure, ou une sirène. Et personne ici n'a vu le cas. Le quoi? Le cas. Le cas. Ah. L'histoire du cas commence le jour de l'anniversaire de Stéphano Roy. Aujourd'hui, Stéphano a 12 ans et son père, qui est marin, lui fait le cadeau dont il a toujours rêvé. Il l'emmène en mer avec lui pour la première fois de sa vie. C'est une journée splendide. Ensoleillé. La mer est calme. Stéphano, qui n'était jamais monté sur un bateau, court tout heureux sur le pont, admirant les manœuvres compliquées des voiles. Et il pose de multiples questions au marin qui, en souriant, lui donne toutes les explications souhaitables. 5 degrés Celsius. Donnez du mou, on va agiter. Michel le grand phoque. Barre à bâbord, Mer calme à agiter. barre à tribord. Cap sur 107 nord-nord-est. Mais ils ont la voile, toi, le Guénélec. Préparez-vous pour la pontage, les gars. Sortez les balais. On a touché le grand pont. Et un mousse à la poupe, un dieu. Souquez les artimuses. Hey. Arrivé à l'arrière du bateau, Stéphano s'arrête net, intrigué, pour observer quelque chose qui sort de l'eau de temps en temps, à 200-300 mètres environ dans le sillage du navire. Le bateau navigue très rapidement, et pourtant cette chose garde toujours la même distance. Et bien qu'il ne sache pas ce que c'est, il n'arrive pas à la quitter des yeux. Le père de Stéphano, ne le voyant plus, descend de sa passerelle de commandement pour se mettre à sa recherche. Stéphano, Qu'est-ce que tu fais planter là? debout à regarder les vagues? Papa, viens voir. Il y a une chose noire qui se montre de temps en temps dans le sillage et qui nous suit. J'ai beau avoir 40 ans, je crois que j'ai encore de bons yeux, hein. Mais Stéphano, Je ne remarque absolument rien. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette figure-là? Dis, papa! Oh, si seulement je ne t'avais pas écouté. Je vais me faire bien du souci pour toi maintenant. Cette chose que tu vois émerger de l'eau et qui nous suit, je crois que c'est Un cas. Un quoi? Un cas. Un cas? Oui, un cas. Hé, le cas, c'est le monstre que craignent tous les marins de toutes les mers du monde. Alors, je sais, c'est sauvé Willy. Mais non, Pas du mais- tout, c'est un genre de squale. Beaucoup plus malin que l'homme avec une gueule de bison. La lion! Je sais, c'est Godzilla. Mais pas du tout. C'est un monstre marin qui suit sa victime toute sa vie jusqu'au jour où il pourra l'attraper pour la dévorer. Le Loch Ness. Mais non, Teddy, le plus surprenant, c'est que personne ne peut l'apercevoir, à part la victime elle-même ou quelqu'un de sa famille. Oui, non, mais c'est sûr, c'est ça, c'est un cas, ça correspond parfaitement à la description. Et c'est une blague là ce que tu me racontes, papa? Non, non, il n'y a pas de doute possible, hélas. Le cas a jeté son dévolu sur toi. Et tant que tu seras en mer, il ne te laissera pas un instant de répit. Écoute-moi bien, mon fils. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons immédiatement retourner au port. Tu débarqueras et tu ne devras plus jamais t'aventurer en mer pour quelque raison que ce soit. Tu dois me le promettre. Le métier de marin n'est pas fait pour toi, mon fils. Bon, à terre aussi, tu pourras faire fortune. Ceci dit, le père commande immédiatement au navire de faire demi-tour. Il rentre au port, il fait débarquer son fils, puis il repart sur la mer sans lui. L'enfant reste seul et profondément troublé sur la grève. Il regarde le bateau qui s'éloigne, jusqu'à ce qu'il disparaisse totalement à l'horizon. C'est à ce moment-là qu'il aperçoit, à quelque distance, un petit point noir qui affleure de temps à autre. C'est son cas, qui nage lentement de gauche à droite et qui l'attend avec obstination. À partir de ce moment-là, tous les moyens sont bons pour combattre l'attirance que le jeune garçon éprouve pour la mer.
Le père l'envoie étudier dans une ville, à l'intérieur des terres, à des centaines et des centaines de kilomètres de là. Stefano, qui est un garçon très sérieux et ambitieux, continue ses études avec réussite. Et arrivé à l'âge adulte, il trouve un emploi bien rémunéré et important dans une grande entreprise de la ville. Le travail, les amis, les amusements, les premières amours. Stefano franchit les étapes de la vie d'un homme, les unes après les autres. Sa vie est désormais toute tracée. Néanmoins, le souvenir du cas le tourmente comme un mirage à la fois funeste et fascinant. Et au fur et à mesure que les mois et les années passent, au lieu de s'estomper, ce souvenir semble s'intensifier. La pensée de cette créature hostile qui le suit jour et nuit devient pour Stefano une obsession secrète. Il est en lieu sûr, oui. Des centaines et des centaines de kilomètres le séparent du Cap, et pourtant il sait qu'au-delà des montagnes, au-delà des plaines, le squale continue à l'attendre. Et même s'il était allé vivre dans le continent le plus lointain, le Cap l'aurait guetté du lagon le plus proche, avec cette obstination inexorable des instruments du destin. Stefano a maintenant 22 ans. Un beau jour, il quitte la ville, il quitte son emploi, il quitte tous ses amis et il regagne son village natal. Là, les années ayant beaucoup passé, il apprend que son père est mort et que le vieux bateau prend la poussière au fond du port. Alors, poussé par l'élan des traditions familiales, Stefano annonce à sa mère qu'il va reprendre le métier de son père, marin. Sitôt dit, sitôt fait, il court au port, remet le bateau à flot et commence à naviguer. Il témoigne de vraies qualités maritimes, de résistance à la fatigue, d'intrépidité. Il bourlingue et bourlingue sans trêve, et partout sur terre, de jour comme de nuit, par beau temps ou par grosse pluie, il traîne derrière lui le cas. C'est là sa malédiction et sa condamnation, il le sait, et pour cette raison peut-être, il n'arrive pas à s'en détacher. Et aucun autre marin à bord n'aperçoit le monstre, si ce n'est lui. Est-ce que vous ne voyez rien de ce côté-là? Non, nous ne voyons absolument rien, pourquoi? Je ne sais pas, il me semble... Ah, le petit gars de la ville va nous faire croire qu'il a vu un cas. Pourquoi riez-vous? Ah, parce que le cas, lui, il pardonne pas, hein. Et quand tu te tues, il te lâche pas. Ça voudrait dire que l'un de nous est perdu. Et s'il y a un cas qui suit, faut lui donner à manger, hein. Qui c'est qu'on jette par-dessus bord? On tire à la courte paille. Mais cette menace, loin de décourager Stefano, ne fait qu'augmenter sa passion pour la mer. Naviguer, naviguer, c'est son unique pensée. À peine a-t-il touché terre dans quelques ports, après de longs mois de mer, que l'impatience le pousse à repartir. Il sait que le cas l'attend au large, et que le cas est synonyme de désastre. Rien à faire. Une impulsion irrépressible l'attire sans trêve d'un océan à un autre. Stefano réalise un jour qu'il est devenu vieux. Oh oui, très vieux. Oui, très vieux. Et amèrement malheureux. Ça faut quand même le dire, ça, gamin. Hein? Oui, d'accord, merci, j'allais le dire. Amèrement malheureux, parce qu'il avait passé sa vie à naviguer pour fuir son ennemi. Oh, je me souviens d'une fois. On avait tenté de l'enfer vers l'ouest, c'était à bord de l'Albatros. On était en direction de Pointe-Noire. C'était avec Lily Bleus et... S'il vous plaît, pas maintenant. Bah, sur Pointe-Noire, il y a des gars qui creusaient le sillon pour ça tellement. Un soir, après avoir accosté dans le port où il était né,
Stefano va trouver le capitaine de son navire et lui demande de ne pas s'opposer à ce qu'il va tenter. Il lui raconte alors l'histoire du cas. Il lui raconte alors l'histoire du cas. Il m'a escorté d'un bout à l'autre du monde, avec une fidélité que même le plus noble ami n'aurait pas témoigné. Maintenant, je suis sur le point de mourir. Lui aussi doit être terriblement vieux et fatigué. Je vais aller à sa rencontre, mais je lutterai de toutes mes dernières. Sur ces mots, les yeux pleins de larmes, Stefano fait ses adieux à tous les marins qui l'ont accompagné au cours de ses innombrables aventures. Il se saisit ensuite d'un harpon, jette une chaloupe à la mer et disparaît à coups de rame en glissant sur les eaux noires d'une nuit brumeuse. Il n'a pas à ramer très longtemps. Bientôt, il sent une présence derrière lui. Et c'est alors que le mufle hideux du cas émerge contre la barque. « Je me suis enfin décidé à venir vers toi !» dit Stefano. « Alors maintenant, à nous deux !» Et il brandit son harpon pour frapper. Le cas lui dit alors: Quel long chemin j'ai dû parcourir pour te trouver. Moi aussi, je suis recrue de fatigue, ce que tu as pu me faire nager. Et toi qui fuyais, dire que tu n'as jamais rien compris. Je ne te pourchassais pas autour de la terre pour te dévorer comme tu le pensais. Le roi des mers m'avait seulement chargé de te remettre ceci. Le squale tire sa langue et présente au vieux marin une petite sphère phosphorescente. Le vieux Stefano la saisit entre ses doigts, l'examine. C'est une perle d'une taille phénoménale. Il reconnaît alors immédiatement la fameuse perle de la mer, celle qui donne à celui qui la possède chance, amour et sérénité de l'âme. Mais il est trop tard désormais. Stefano comprend qu'il n'a fait que gâcher son existence et celle de son cas. Le cas lui fait alors ses adieux et disparaît à jamais dans les eaux noires. Deux mois plus tard, poussée par le ressac, une petite barque s'échoue sur un rocher abrupt. Quelques pêcheurs, intrigués, s'en approchent. Dans la barque, un squelette blanchi est assis. Entre ses phalanges minces, il serre un petit galet arrondi. Le cas est un poisson de très grande taille, affreux à voir et extrêmement rare. Selon les mers et les riverains, il est indifféremment appelé columber, calumbra, chalundra, caloubalou. Les naturalistes, fait étrange, l'ignorent. Certains même soutiennent qu'il n'existe pas.